Et c'est une chanson de la fin du règne de Louis XV qui, à partir de cette paix d'Aix-la-Chapelle en 1748, est accusé de tas de choses, vous le rappelez, Bernard Haut. C'est à ce moment-là que commence cette impopularité. Vous citez un certain nombre de pamphlets, toutes les accusations formulées contre Louis XV, prince fornicateur, adultère, incestueux, sacrilège, voleur public, ivrogne, fainéant, idiot, excommunié, n'ayant point fait ses Pâques depuis près de 28 ans et digne de toute la colère de Dieu. C'est terrible, après avoir été adoré, après qu'il ait suscité tant d'espoir, de devenir brusquement un prince détesté. Oui, mais là encore, il y a un peu un effet de perspective. Louis XV a commencé par être impopulaire à la cour. Et l'impopularité de Louis XV a ensuite gagné Paris depuis la cour et également depuis les parlements et toute la clientèle des parlements, toutes les catégories sociales qui vivaient dans l'orbite des parlements, en raison d'une part de la position de Louis XV par rapport à sa noblesse à la cour et d'autre part de la politique que Louis XV menait et que les parlements désapprouvaient, notamment sur le plan religieux. Vous dire Donc, que c'est les parlements qui ont entretenu, justement, favorisé, fomenté en quelque sorte cette haine contre Louis XV? je dirais que c'est la noblesse en général qui est largement responsable de la mauvaise réputation de Louis XV. Oui, très largement, et une mauvaise réputation qu'il est très difficile aux historiens de critiquer, parce que Louis XV n'a jamais éprouvé le besoin de se justifier. Contrairement à Louis XIV qui a écrit les mémoires pour l'éducation du dauphin, Louis XV, lui, n'a rien écrit. Rien. Donc, et il n'a jamais parlé de lui-même. Donc il est extrêmement difficile d'essayer d'y voir un peu clair. Il ne parlait pas, on dit qu'il était taciturne, neurasthénique, renfermé, replié sur lui-même. Oh, c'est un homme qui a très tôt compris, et on lui a fait comprendre très tôt, et il l'a compris aussi de lui-même, parce que c'était une nécessité, qu'il n'y a pas de puissance sans secret, comme disait le général de Gaulle. Et d'où son extrême silence et son extrême prudence dans ses paroles. Mais alors, bon, on lui reproche beaucoup de choses sur le plan politique, mais alors sa vie privée. Alors, sa vie privée, on l'a rappelé, elle commence, bon, même s'il a eu quelques aventures très jeunes, c'est un père et un mari plutôt modèle au début avec Marie Lesinska. 10 enfants, Marie Lesinska finit d'ailleurs par s'enlacer, elle dit toujours coucher, toujours accoucher, donc elle le repousse un petit peu et c'est là que commence une vie sexuelle débridée. Il y a tout un chapitre de votre livre, Bernard Haus, dans lequel vous parlez de la sexualité de Louis XV. Il faut dire qu'elle était débridée. Oui, mais en même temps, il ne faut pas s'en faire une fausse image. Je reviens sur la citation de Marie Ledinska, elle est apocryphe. Oui. Louis XV a eu beaucoup d'enfants parce qu'il fallait assurer l'avenir de la dynastie. Et Marie Ledinska ne mettait au monde que des filles quasiment. Sur les 10 enfants, il y a eu 2 garçons et un qui est mort très très tôt. Donc il fallait assurer l'avenir de la dynastie. Ensuite, la sexualité débridée du roi, elle est une réalité, elle est même une réalité assez sordide puisqu'il plonge quasiment dans le monde de la prostitution au bout d'un moment. Mais cette sexualité, dans un premier temps, elle a fait l'objet de critiques de la noblesse de cour. Pourquoi? Parce qu'elle était réservée à une famille. Et on craignait donc qu'il y ait une coterie qui naisse à la cour, à la faveur justement des maîtresses du roi. Et toute une partie de la noblesse se sentait ainsi menacée dans ses privilèges à la cour. Oui, d'autant plus que parmi ces maîtresses, il y a la plus importante, Madame de Pompadour, est née Jeanne Poisson, hein, c'était une fille de bourgeois, mais il y a eu aussi Madame de Châteauroux, Madame du Barry, les prostituées, vous l'avez dit, avec ce fameux endroit, le parc aux cerfs, c'est-à-dire un petit endroit où ils recevaient n'importe quelle fille à côté du château. Oui, alors il y a d'abord eu les 4 filles de Nesle, dont la plus importante est Madame de Châteauroux, puis Madame de Pompadour et enfin Madame du Barry. Puis le parc aux cerfs. Le parc aux cerfs a commencé à fonctionner à l'époque où Madame de Pompadour a cessé effectivement d'être la maîtresse du roi pour n'être plus que la favorite, ce qui est une situation tout à fait exceptionnelle. D'habitude, une maîtresse qui cesse d'être maîtresse, on la renvoie de la cour, là elle est restée. Et le parc aux cerfs a alimenté beaucoup de fantasmes et qu'il faut ramener à ces justes proportions, qui sont quand même ce qu'elles sont. Il y a eu une bonne dizaine de jeunes parisiennes qui n'étaient pas franchement des prostituées, mais des filles que leur mère prostituait occasionnellement, pour certaines d'entre elles.
D'autres que leurs parents avaient essayé de propulser grâce au réseau de rabatteurs que la cour fournissait au roi, réseau de rabatteurs qui était d'ailleurs constitué par de grands aristocrates comme le duc de Richelieu par exemple. C'est pas tant d'ailleurs sa vie sexuelle, vous le rappelez, ou ses favorites, vous le rappelez Bernard Roux, ce que l'on reproche à Louis XV, c'est le pouvoir réel ou supposé qu'on prête à la plus importante d'entre elles, Jeanne Poisson, donc devenue marquise de Pompadour et qui exerçait un pouvoir, disait-on, considérable sur Louis XV aux dépens de sa famille, de la famille de Louis XV, qui la détestait. Regardez, mère, regardez. Donc on l'a fait revenir tout exprès pour nous narguer. C'est moi qui lui ai dit de rappeler Madame de Pompadour. Ce n'est pas Madame de Pompadour, c'est la Poisson. Pourquoi avez-vous fait cela? C'est incompréhensible. On dit qu'elle lui donne des conseils, qu'elle prend des décisions. Madame, elle dirige la France. On dit même qu'ils ne couchent plus ensemble. C'est la Pompadour! Ah bah la Pompadour! C'est la Pompadour! Ah bah la Que me reproche-t-il? Les Parisiens vous accusent de les avoir abandonnés pour vivre dans le luxe de cette cour qu'ils détestent. Je vais leur parler. Surtout pas, madame. Il en va de votre vie. Vite, cocher! Si vous vous contentiez, madame, de rendre le roi fou de vous, l'amour étant l'affaire des femmes, nous n'en aurions aucun courroux. Comprenez-vous? Mais depuis quelque temps, marquise, vous voulez gouverner en tout. Laissez-moi dire avec franchise que ce n'est pas de notre goût. Comprenez-vous? Que vous nommiez deux éminences et des abbés tout votre sou, que vous régentiez les finances, après tout le soldat s'en fout. Comprenez-vous? Du sang de mes chers camarades, un ruisseau rougit tout à coup, aucun poisson ne fut malade, car les poissons avalent tout. Comprenez-vous? Mais quand nous n'aurons plus de larmes, quand nous serons un bout de tout, nous saurons bien à qui, madame, il nous faudra tordre le cou. Comprenez-vous? Gabriel Yacoub, les reproches de la tulipe à Madame de Pompadour, une chanson anonyme du XVIIIe siècle exprimant toute la haine qu'inspirait Madame de Pompadour. Bernard Rours, est-ce que tous les reproches qu'on lui faisait étaient fondés, son rôle politique, ses dépenses aussi pour beaucoup? Alors, les reproches qu'on a fait à Madame de Pompadour, c'est un peu les mêmes reproches qu'on a fait à Mazarin, d'une certaine manière. Madame de Pompadour, elle n'avait pas à être à la cour, parce qu'elle n'était pas de ce pays-là. C'était une roturière issue de la finance. Et elle est entrée dans la couche du roi, elle a donc privé les dames de la grande noblesse de cette faveur. Ensuite, Louis XV, il faut bien le dire, Louis XV a utilisé Madame de Pompadour pour être en quelque sorte le canal de ses grâces, de ses faveurs. Donc, la noblesse de cour s'est sentie menacée puisqu'elle dépendait désormais des faveurs d'une favorite et non plus de celle du roi. Et Louis XV a établi ainsi un écran entre lui et la noblesse. Cet écran, ça a été Madame de Pompadour. Elle a donc accumulé contre elle les rancœurs excessives de la noblesse qu'il a accusée de tout, et notamment d'accaparer le pouvoir, de faire des dépenses excessives, alors qu'une bonne partie était sur sa fortune personnelle, que Louis XV a aidé à constituer, certes, mais c'était une très bonne gestionnaire de sa fortune, elle avait de qui tenir pour cela. Donc, beaucoup de choses sont tout à fait excessives. On ne peut pas dire que Madame de Pompadour a véritablement choisi des ministres, sauf quelques-uns qui étaient finalement tout à fait secondaires et qui n'ont pas joué grand rôle, comme Berryer au début des années 1760.